Il me revient d'ouvrir cette soirée librairie avec beaucoup de plaisir pour discuter avec Florian Housset, que sans doute de nombreux parmi vous connaissent déjà, mais comme c'est la tradition, je dis quand même quelques mots à ton sujet. Florian Housset est donc psychologue clinicien, il est psychanalyste, il est entre autres directeur de la collection Expérience psychanalytique aux éditions d'Itac, qui accueille justement l'ouvrage dont nous allons discuter. Peut-être on pourra aussi dire un mot de l'aventure éditoriale du coup de la collection. Tu es par ailleurs, Florian, président du Collège international de l'adolescence, le CILA, qui a un rôle important dans la communauté universitaire et l'ambition de recherche en psychanalyse aujourd'hui. Tu es par ailleurs professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l'université Paris 13, où je crois que tu as d'ailleurs dirigé le laboratoire pendant tout un temps. Sauf erreur de ma part, c'est plus le cas, ce qui doit te permettre de retrouver un peu de temps pour écrire. Et tu publies aujourd'hui, à la suite de nombreux articles et de nombreux livres, sur lesquels d'ailleurs peut-être on pourra revenir aussi à l'occasion, un ouvrage qui s'intitule La clinique du pas de porte, avec un sous-titre, un petit théâtre transférentiel, sur lequel alors tu m'as très très gentiment, j'en étais très touché, proposé de travailler et que tu m'as offert de discuter avec toi. J'ai eu la chance de te le lire et du coup je souhaite en dire quelques mots. D'abord sur l'effet d'accroche. Il se trouve qu'au moment où tu m'as offert de te lire et de discuter, tu m'as présenté très rapidement l'ambition de ton livre à un moment en me disant entre autres que tu cherchais avec ce livre à interroger un espace intermédiaire qui est l'espace qui peut exister, disons, entre l'entrée dans le cabinet et le début de la séance à proprement parler, l'espace qui existe entre la porte du cabinet de l'analyste et le divan où la séance commence. Et il se trouve qu'au moment où tu m'as du coup proposé à la réflexion cette zone assez ininterrogée, cette zone un peu irremarquée de l'expérience analytique, il se trouve que j'étais en train pour d'autres raisons de relire le journal d'une analyse de l'homme au rat de la part de Freud, et que j'étais pas très très loin de ce passage célébrissime où l'homme au rat, qui est un patient très, très célèbre de Freud, rapporte à Freud avoir rencontré, en arrivant à sa séance, une jeune fille descendant les escaliers qu'il a immédiatement supposé être la fille de Freud, laquelle rencontre va donner lieu à tout un traitement transférentiel que l'on connaît, puisque l'homme au rat va s'imaginer que cette jeune fille est sans doute à marier et que Freud pourrait bel et bien s'imaginer spontanément que ce patient qu'il a sur le divan pourrait être éventuellement un mari idéal pour cette jeune fille à marier, et l'homme au rat de faire notamment un célèbre rêve assez terrible où cette jeune fille apparaît en rêve avec deux crottes à la place des yeux, ce qui fera dire à Freud bientôt que le rêve témoigne que l'homme au rat pourrait se mettre en tête d'épouser la fille de Freud, non pas pour ses beaux yeux, mais pour son argent. Ce qui campe un peu le décor du genre d'expérience fantasmatique, pulsionnelle, du genre d'affect, du genre de représentation qui peuvent se mettre en mouvement, disons, dès qu'on approche du cabinet de l'analyste, et qui est précisément ce que tu voulais interroger dans le livre. Inutile de dire que du coup je me suis jeté sur ton ouvrage en étant à peu près persuadé qu'il y avait là de quoi traiter avec le ferrum et l'ignis, comme dit Freud quelque part, avec le fer et le feu qui agitent l'émotion pulsionnelle et transférentielle. Alors, de fait, ton livre qui se donne à un premier regard comme un regard porté sur quelque chose qu'on n'interroge jamais quand on est analyste, c'est-à-dire cette sorte d'avant-scène, a bel et bien une ambition qui est ce qu'on pourrait appeler la clinique de l'inaperçu.
la clinique de l'ininterrogé, la clinique de l'inaperçu, de l'ininterrogé, de l'impensé, ce qui est pris quelque part dans un certain refuse, un certain rebut de l'observation, que Freud nous a appris justement à reconnaître comme le genre de détail qui est à valoriser dans le cadre de la cure et dans le cadre du regard analytique. Freud a quelque part dit que la clinique analytique, c'était une clinique du coup d'œil, une clinique du Guck en allemand, une clinique vraiment du coup d'œil soudain qui voit quelque chose que personne ne voit, une clinique du détail, ce qui fera parfois dire qu'il existe dans la psychanalyse parfois un côté un peu Sherlock Holmes. On a parlé quelquefois du paradigme indiciaire, du paradigme de l'indice, qui se laisse d'emblée apercevoir avant même que la rencontre ait commencé. Et c'est effectivement quelque chose que tu interroges et que tu saisis à plein dans ton ouvrage, en soulignant que dans tout ce qui précède la rencontre, le début de la cure, ou le début d'ailleurs du travail psychothérapeutique, puisqu'il n'est pas que question de matériel, disons, interne à la cure, il y a aussi question on te voit sous différents visages, puisqu'il est aussi question d'un matériel clinique dans le cadre de CMP, de CMPP, etc., etc. Mais dans tout ce qui précède immédiatement la rencontre avec le clinicien, il existe des détails qui sont déposés en quelque sorte par les patients, qui nous informent d'avance sur ce qui pourrait se passer, et qui donnent, c'est une formule que j'aime beaucoup en conclusion de ton ouvrage, qui donne quelquefois à l'analyste une longueur d'avance sur ce qui pourrait bel et bien se produire dans la suite du travail. Donc il y a dans ton petit essai, je dis petit essai précisément parce que on pourrait croire que c'est une forme qui est assez affine au petit détail, à la petite chose qu'il s'agit d'interroger. On pourrait croire qu'il y a dans ce petit essai d'abord une réflexion sur cette zone grise ininterrogée où il s'agit de recueillir du détail, recueillir tout ce qui est pris dans le refuse de l'observation, dira Freud, et qui est à valoriser au rang des petits faits qui intéressent l'analyste. C'est un chapitre, de ce point de vue-là, cet essai, c'est une sorte de chapitre de la psychopathologie de la vie quotidienne, de la cure analytique. Ça pourrait s'insérer assez légitimement comme énième chapitre dans la psychopathologie de la vie quotidienne, puisqu'il existe des petits détails, des petits faits qui n'ont l'air de rien, mais qui parlent pour l'analyste déjà. D'un autre côté, je me suis rendu compte, ça c'est le transfert que j'avais au moment où j'ai commencé ton ouvrage. Et puis, en l'ouvrant vraiment, je me suis rendu compte que le petit essai cachait en fait un gros pavé, puisqu'il y a une autre ambition, qui n'est pas seulement l'ambition clinique de recueillir tous ces petits faits, qui est aussi en fait une ambition métapsychologique, une ambition véritablement théorique, qui décline à partir de toute cette avant-scène de la cure, en fait toute une réflexion métapsychologique lourde, ambitieuse, sur la clinique de l'acte, sur la métapsychologie des actes même, qui ouvre sur, in fine, toute une clinique différentielle, alors à la fois de la mise en acte transférentielle. On sait que Freud a souvent reconnu le transfert comme une mise en acte du souvenir. Le sujet, à défaut de se souvenir, met en acte ou répète. Donc il y a bel et bien toute une clinique comme ça de la répétition, mais qui jouxte une clinique et une théorisation à laquelle tu t'affrontes avec, je trouve, énormément de rigueur et de talent, une clinique différentielle de l'acting in, de l'acting out, une clinique du passage à l'acte aussi, une clinique de l'acte manqué, et que toutes ces figures, disons, qui sont à la fois affines, qui possèdent une sorte de cousinage clinique et en même temps une logique très différentielle du point de vue de la métapsychologie, eh bien, tu t'en saisis en t'affrontant à la dimension théorique. Donc, on peut avoir l'impression que ce petit livre, qui ne fait qu'une petite centaine de pages, sera d'abord un recueil casuistique, en fait, de tout ce qu'il y a à apercevoir d'inaperçu sur le pas de la porte de l'analyste. Et il y en a des choses qui se passent sur le pas de la porte du cabinet. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce transfert inaugural qu'on pourra voir, en tout cas qui était le mien et qui a dû être détrompé, parce qu'une ambition peut en cacher une autre. Et donc il y a une ambition clinique, mais il y a aussi une ambition théorique forte sur cette fameuse clinique de l'acte, cette métapsychologie, disons, de l'acte qui file tout le livre et qui en encadre en quelque sorte les grandes figures, en particulier parce que le livre commence en fait par un chapitre 1.
très théoriquement orienté sur ces enjeux précisément de clinique différentielle, de rethéorisation de l'acting in, de l'acting out, où tu t'affrontes aussi à une généalogie en fait théorique de ces figures pour rappeler l'importance de l'acting, pour rappeler aussi les grandes filiations historiques, disons, qui ont permis d'approcher la question de l'acting, et où tu proposes de revaloriser, entre autres, la question de l'acting in, qui a été parfois un peu dépréciée, disons, au profit de l'acting out, alors qu'il y a sans doute de l'un à l'autre une gémellité, disons, qui a à interroger. Donc, savoir que chapitre 1 notamment, et puis pas seulement le chapitre 1, par la suite il y a encore un ou deux chapitres qui retrouvent une dimension comme ça plus théorique forte, qui fait que c'est pas seulement un livre clinique, c'est aussi un livre théorique, un livre de chercheur. Il y a par ailleurs, c'est ce qui donne au livre, je trouve, un caractère extrêmement complet ou kaléidoscopique. Il y a aussi une référence implicite importante, pas seulement à la clinique de l'acte, mais aussi à la clinique de l'adolescence, qui trouve à l'horizon du livre son élucidation, puisque tu conclus aussi l'ouvrage avec un chapitre qui est plus proprement branché sur la clinique de l'adolescence, et on sent bien que ça parcourt ça crée un fil en fait qui parcourt aussi tout le livre. Pour autant qu'il y a dans la clinique de l'adolescence sans doute quelque chose du recours à l'acte qui se montre ou qui se voit d'une façon privilégiée, au-delà, disons, du discours de l'analysant sur le divan. Et donc c'est aussi un point qui est très riche, je trouve, dans l'ouvrage, qui se conclut ensuite sur une conclusion extrêmement programmatique, où en quelques pages, puisque la conclusion fait 4 pages, elle dit l'essentiel du livre. Donc si certains n'ont pas le temps de lire tout de suite avant Noël les 100 pages, lisez les 4 ou 5 dernières pages, vous avez le sel de l'ouvrage, et puis ça permettra et ça vous donnera envie de relire l'ouvrage depuis le début pendant les vacances, où on a un peu plus de temps pour recommencer à lire. Alors puisque c'est Noël, et qu'on est entré dans la période de l'Avent, moi je me suis dit qu'il fallait quand même que je vienne avec un petit cadeau. Et ce petit cadeau passe par Freud, puisque Florian Houssier est par ailleurs un grand spécialiste de Freud, auquel tu as consacré 2 ouvrages, en particulier sur la question de l'adolescence. Et figure-toi qu'en te lisant, pendant tout le livre, je me suis dit à quel endroit Florian va parler de ce passage précis de Freud, qui nous parle exactement de ce qui se passe sur la porte du cabinet, sur le seuil, disons, du cabinet de l'analyste, et qui occupe, comme vous le savez peut-être, ou comme on s'en souviendra bientôt, pratiquement une partie importante, disons, de la 16e leçon, des leçons d'introduction à la psychanalyse, où Freud convoque cette petite clinique l'air de rien, qui compte pour lui tant dans ce petit geste anecdotique avec laquelle certains patients entrent dans le cabinet de Freud en omettant de fermer les 2 portes qui séparent le cabinet, la salle d'attente et le vestibule, disons, de Freud. Et Freud fait 2 pages entières sur ce petit geste qui n'a l'air de rien, par laquelle les patients s'introduisent à leur séance en omettant de fermer la porte derrière eux. On est d'accord que c'est exactement la clinique que tu interroges, et il y a 1 ou 2 passages où tu parles exactement de la même chose. Il y a une femme notamment qui ferme la porte excessivement tôt, vite, avant toi, etc., où c'est exactement le même sujet, et Freud d'interroger cette petite vignette en fait, en disant mais que se passe-t-il chez ces patients qui omettent de fermer la porte, et auquel Freud répond, nous dit-il sèchement, en leur demandant d'aller se lever et d'aller fermer eux-mêmes cette porte qu'ils ont omis de fermer juste avant. Et l'analyse des cas nous montre, l'analyse de ces situations nous montre très rapidement un fantasme sous-jacent, existant, que Freud tend à reconstituer avec les patients, qui est que leur entrée dans l'analyse, leur recours à Freud, ne peut s'effectuer que sous le coup d'une attente transférentielle gigantesque et démesurée. Les patients plaçant un espoir excessif dans la rencontre de Freud, et constatant que cet espoir est d'emblée déçu par la découverte du cabinet fort modestement installé, où ils imaginaient
comment ils appellent ça, des longues listes, pas des listes d'attente, ça c'est à l'université, des longues files d'attente de patients se pressant pour entrer chez Freud et découvrant qu'en fait, dans la salle d'attente, il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre qu'eux-mêmes qui attendent, et qui, par voie de conséquence, sont entraînés à ne même pas fermer la porte pour dire à Freud, il n'y a personne ici. Et de toute façon, personne ne va venir après moi, puisqu'il n'y a personne chez vous. Ce qui est en fait une insulte. Et Freud de dire, en fait, ce petit geste qui n'a l'air de rien est une insulte faite à l'analiste pour le faire chuter de la stature où la série transférentielle l'a placé en amont. Puisque en fait, les gens s'adressent à Freud en espérant un thaumaturge. Un thaumaturge avec, comme à Lourdes, vous voyez, les défilés de patients qui attendent de pouvoir toucher la Vierge, etc. etc. Alors, je me suis dit que cette petite intrigue, elle te ferait sourire, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la zone qu'il s'agit d'interroger dans ton livre.